Ce podcast vous est présenté par Atlante. Vous roulez en électrique? Atlante, c'est le réseau de recharge rapide et ultra rapide 100% dédié aux véhicules électriques, avec une forte présence en France et en Europe du Sud. Et bonne nouvelle, avec le nouvel abonnement Atlante Go, vous profitez d'un tarif fixe à 0,43 € le kilowattheure partout en France, soit jusqu'à 27% d'économie par rapport au tarif standard. En ce moment, l'abonnement est à 3,99 € par mois pendant un an jusqu'au 31 mai 2025. Une offre simple, avantageuse et sans prise de tête. Téléchargez l'appli MyAtlante pour vous abonner, localisez les bornes, lancez la charge, suivre vos stats, tout est dedans. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Electrochoc, le podcast d'automobile propre où nous discutons joyeusement de l'actualité de l'automobile électrifiée. Et c'est déjà le numéro 3, dites donc, on commence tout de suite par vous remercier de tous les retours que vous nous faites, que ce soit sur YouTube si vous voulez absolument contempler nos physiques d'Apollon, ou si le son vous suffit sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Aujourd'hui, on a notre équipe d'intervenants au grand complet et je vous les présente tout de suite, même si vous commencez forcément à les connaître. Et je fais, pour une fois, rapidement le tour. Pas de blague. Faites coucou quand vous entendez votre nom, s'il vous plaît. Nous avons Nicolas Laperruque, Florent Ferrière, Andy David, Victor Diakov à mes côtés. Fais coucou. Très bien. Et last but not least, en direct de l'Empire du Milieu, nous avons Jean-Christophe Gignac. Alors JC, déjà, merci de faire l'effort d'être avec nous aujourd'hui. Et surtout, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Ça y est, je fais ma culture de voitures chinoises, enfin, et c'est vraiment incroyable. Alors, t'as vu des merveilles, tu y es depuis, alors, au moment de l'enregistrement donc de ce podcast, ça fait quoi ? Ça fait 2 jours que tu y es ? Ça fait 2 jours, mais il a ouvert ce matin, donc là, j'ai fait une journée. Ouais. Alors, j'ai vu des merveilles, mais finalement, il y a tellement de voitures chinoises et elles se ressemblent tellement un peu toutes que finalement, là-bas, l'exception, c'est BMW, quoi, si tu veux. D'accord, c'est ça l'exotique. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça l'exotique, tu vois, tellement, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup quand même, les voitures chinoises, intérieurement, extérieurement, mais il y a quelques dingueries quand même. Si tu dois citer un modèle qui a particulièrement retenu ton attention? Zeekr 007 GT et la Xpeng X9, le van. D'accord. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a une culture du van en Chine qui est vraiment incroyable, avec des sièges de business en avion, quoi. Ok, alors nous aussi, à Automobile Propre, on est au salon de Shanghai. C'est Soufiane qui est actuellement normalement, alors il faut se projeter un petit peu dans le temps. Il y est maintenant, mais le temps que ce soit diffusé, il sera revenu et vous aurez déjà lu ces articles sur Automobile Propre. Donc quel intérêt à ce que je dis, je ne sais pas. C'est juste pour dire que nous aussi, on y est, ok ? Voilà. Messieurs, sans plus attendre, eh bien, je vous propose de nous lancer dans notre premier sujet du jour que va brillamment, comme il y en a l'habitude, nous introduire le chef de l'actualité d'AP, Florent Ferrière, en commençant avec le prix de la Renault 5 Turbo 3E qui vient d'être dévoilé. En effet, Pierre, la R5 Turbo 3E, elle avait été dévoilée en détail il y a quelques semaines déjà. D'ailleurs, Victor avait pu l'approcher pour nous. Il nous en reparlera sûrement en détail. Mais la nouveauté, c'est qu'il est maintenant possible de la réserver. Et à l'occasion de l'ouverture de ces réservations, Renault a dévoilé le prix de la bête. Alors, accrochez-vous, le prix, c'est 155 000 €. Oui. Je répète, 155 000 €. On a donc une R5 électrique au prix d'une Porsche 911. Bon, alors c'est pas n'importe quelle R5, c'est une variante qui promet des performances de supercar et c'est une variante qui peut aussi, et Renault, je pense, l'espère, devenir un collector. Il y aura 1980 exemplaires produits seulement. Mais on se demande quand même si un tel prix, c'est pas délirant pour une Renault. Est-ce que ça se justifie? Donc c'est tout l'objet de notre débat aujourd'hui. Je propose de commencer cette discussion sur ces fameux prix avec celui qui l'a vu de près ici. C'est notre ami Victor. Victor, quand tu l'as découverte comme ça, sous les yeux, tu te disais 150 000 balles pour ça te semblait plausible? Ah oui, totalement. De toute façon, quand on connaît un petit peu la rareté des Turbo 1, Turbo 2 et leur cote actuelle, 30 ans, même 40 ans plus tard, on ne pouvait pas s'attendre à des prix, on va dire, raisonnables. C'est un produit pas du tout
c'est un produit de collection, quoi. C'est très très rare. Elle sera numérotée à 1980 exemplaires. Donc moi, ça me choque pas. Honnêtement, ça me choque pas le prix. Est-ce que Renault va avoir des clients pour écouler le stock? Je pense que oui. Alors, je me permets d'intervenir parce que je suis pas d'accord avec toi. D'accord. Parce que moi, justement, j'étais étonné par la taille de la production. Pour moi, 1980 unités, c'est déjà quand même pas mal. Et justement, j'étais surpris que ce soit autant. Et je me disais, peut-être que malgré cette fiche technique extraordinaire, avec des technos qu'on n'a pas vu encore sur une Renault électrique, avec le système 800 volts, les moteurs roues, c'est des choses que c'est inédit, chez Renault qu'on n'a pas vu. C'est inédit, ouais. C'est inédit. Je me disais, oui, ça va être très très cher. Et puis après, 1980 unités. Alors j'ai fait quelques petites recherches. La Renault 5 Turbo 1, sortie en 81, eh bien, il y en a eu 1600 exemplaires. Totalement. Et les prix de la Renault 5 Turbo 1, je les ai cherchés. 115 000 francs. Alors, pour les gens qui n'ont pas au moins mon grand âge, si on le passe en euros, on met un petit coup d'inflation, ça donne un prix aujourd'hui de 58 000 euros. Tu n'avais pas le mythe à la base. Aujourd'hui, on ressuscite un mythe. Aujourd'hui, à la base, la première turbo elle se lançait dans l'inconnu. Donc, c'était juste une version plus sportive, plus radicale de la R5 de base. Donc, tu es en train de me dire que les 100 000 balles, ça se rajoute juste pour l'histoire qui va plaire c'est la nostalgie, évidemment. Honnêtement, pour moi, ça me choque pas, sachant que encore une fois, c'est un porte-étendard technologique de la marque. On a introduit ici la plateforme 800 volts. On a introduit les technos comme les moteurs roues que j'espère retrouver sur d'autres modèles. Non, franchement, ça le fait. Moi, même la grosse batterie 70 kWh. J'espère qu'on va la retrouver sur des Scénic, même sur la R5, pourquoi pas. Quelle chimie là-bas? C'est une NMC? C'est du NMC. Ouais, c'est du NMC. Très bien. Qui a un avis à donner là-dessus? Je vais te dire, la personne qui lève la main, mon cher Nicolas. Donc, j'ai fait comme toi, en fait, je suis allé chercher le tarif en 1980. Donc, effectivement, c'est 115 000 francs. Alors, si on prend l'INSEE, on va dire, ça nous donne 56 000 et quelques euros, effectivement. Sauf qu'en fait, ça c'est quelque chose que je fais souvent, notamment sur mes papiers de voitures anciennes, c'est que si tu remets déjà en nombre de salaires, on va dire, en nombre de mois de salaire, tu te rends compte qu'en fait le truc de l'INSEE il est un petit peu biaisé, notamment sur le prix des bagnoles. Ça c'est une première chose, mais surtout je suis retourné voir, donc je me suis dit 115 000 francs pour la turbo à l'époque, je me suis dit ok, mais quelle est la différence en fait quelle était la différence à l'époque entre la R5 TL qui était l'entrée de gamme en 3 portes, tu vois, et cette turbo. Et la R5 TL elle était à 25 800 francs. Donc en gros, tu faisais à peu près x5 quoi pour te payer. En gros, ça valait le prix quand même de 5 R5 TL, tu vois. Aujourd'hui, la R5 électrique, elle a combien? 30 000? Elle démarre un peu moins. Un peu moins? 28? Ouais, avec le bonus, quoi. Ah oui, avec le bonus. Ouais. Hein. Bon, on va dire 30 000. Mais si tu fais 3 fois 5, tu vois, t'arrives à 150 000, quoi. Donc, en fait, le delta, si tu veux, même si ça paraît complètement dingue, le delta de l'époque, en fait, il est quasiment respecté à la virgule près, quoi. Donc, toi, ça te choque pas? En fait, ça me choque. Oui, le prix des voitures, en général, me choque, puisque 150 000 euros pour c'est effectivement, c'est une série limitée, c'est un truc un peu à part, tu vois. Je pense qu'il faut décorréler le prix de tu vois, de l'objet, si tu veux. Là, t'achètes une R5 turbo électrique qui sera... Bon, alors, je suis comme toi, je trouve que 1980 exemplaires, c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être même c'est un peu ambitieux, il me paraît... Et ils ont sûrement de bonnes raisons de penser qu'ils vont toutes les vendre, mais du coup, le rapport, si tu veux, entre la version de base, tu vois, et qui d'ailleurs n'aura, à mon avis,
pas grand chose à voir avec il va pas avoir beaucoup de pièces communes entre les deux. Comme à l'époque, t'avais pas tant de pièces communes que ça entre la turbo et t'en as peut-être plus à l'époque, mais du coup c'est x5 quoi. Tu vois, c'est le tarif. Donc après à 150 000 euros, il y a plein d'autres voitures à acheter, on est d'accord, mais qui seront peut-être moins rares. Et puis comme disait Victor tout à l'heure, tu payes le rêve qu'on a tous eu un jour de se payer une R5 turbo quoi. Andy, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue il y a 2-3 ans avec Jean-Philippe Imparato, qui à l'époque était patron d'Alpha. Et il nous racontait la genèse de la 33 Stradale, donc la magnifique supercar qu'ils font, etc. Et en gros, il nous expliquait qu'il avait mis le feu vert au moment où il était sûr de les avoir toutes vendues. Et c'est un peu la différence. Alors, je comprends l'idée de Luca De Meo et de Renault de dire bon, on va faire un modèle halo qui va porter notre image. Ça va peut-être nous coûter un peu d'argent, mais entre guillemets, on fait un truc un peu zazou qui fait parler de nous. Et ça va dans l'esprit de Renault. Moi, je suis content de voir Renault faire des trucs un peu foufou. Je sais pas, il y a eu l'Espace F1, il y a eu la Renault Speeder, il y a eu le 4L Trophy. Enfin, ils ont toujours une tradition de trucs zazou. Et qui avait ces dernières années un peu disparu parce qu'on avait plutôt mis en avant la marque Alpine. Donc moi je trouve ça cool, mais je suis un peu dubitatif, comme vous, sur les 1980 exemplaires. Je trouve que c'est beaucoup parce que on trouve toujours des clients pour des trucs en toute petite série. Je pensais à un autre exemple que j'ai vu il y a quelques temps, c'était la 499P Modificata de chez Ferrari. En gros, c'est la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans. Ils la font en 5-6 exemplaires pour des bons clients, très bons clients, parce que ça coûte 5 millions d'euros. Donc, sur des tout petits nombres comme ça, on peut se refaire la cerise. 1980 exemplaires, ça me paraît beaucoup, parce que j'ai regardé combien ils avaient de commandes d'Alpine A280, donc la version en dessous. Ils sont à 2500 commandes sur la fin de l'année 2024. Donc, eux, ils veulent en faire 2000. Alors, l'Alpine, elle est entre 43 et 48 000 euros de mémoire. Donc, ils veulent faire le même nombre sur 1 an et demi, 2 ans, 3 fois plus cher. Ouais, mais dans le monde entier. Leur service de calcul des prix était en forme parce que je suis un peu perplexe devant ce nombre. Effectivement, je suis un peu comme vous. Mais le produit, je le trouve attachant. Objection, cher Andy. Les 1980 exemplaires, c'est dans le monde entier. Il n'y a pas que le marché français qui est ciblé. Donc, on a le Japon qui, visiblement, serait très intéressé qui est très friand de Renault Sport de manière générale. Il y a le Royaume-Uni, il y a l'Arabie Saoudite et il y a l'Europe. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le nombre d'unités par pays. Parce que j'imagine que ça va être 300 pour la France, peut-être 600 pour le Japon. Enfin voilà, il y aura un prorata qui sera déterminé. Mais du coup, moi, ça me choque pas. Honnêtement, ça me choque pas le 1980. Ok. Je reste sur ma position. On retrouve maintenant JC en direct de Shanghai. J'ai toujours adoré faire ça. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pense? Du coup, ils vont faire des volants à droite aussi, forcément. Sur cette petite série. C'est pas une bonne question, ça. Bah ouais, obligé. Si tu vas en Angleterre et au Japon, t'es obligé. Mais est-ce que justement, ça fait pas partie de Attends, je vais te la refaire. Mais justement, est-ce que ça fait pas partie de l'exotisme de cette R5 Turbo 3 d'avoir quand même la conduite à gauche, même si c'est dans un pays où on conduit à droite? Est-ce que la Turbo 2, peut-être, les turbos originels avaient le volant à droite? Bah, je pense bien que Nicolas doit pouvoir répondre à ça, non? Je pense pas. Je pense que t'avais que des volants à gauche. Mais de la même manière que moi, nous, on connaît des mecs qui importent des japonaises, tu vois. Exactement. Avec le volant à droite. Pourquoi pas, je pense, à mon avis, tu sais, ça fait partie du... Je les vois pas faire une version en volant à droite pour 500 exemplaires. Ouais, c'est chaud. Compliqué. Et donc, moi, j'ai 2 arguments pour le prix. Ouais. Le premier, c'est que tu comparais à des 911 et tout, mais en neuf, toutes ces voitures thermiques, elles ont un malus de 70 000 balles. Donc déjà, tu vois, tu tapes une sportive, il faut presque retirer 70 000 balles au prix pour comparer les prix, mais bon, bref. Et franchement, moi, il y a un truc que je me dis, c'est que dans la rue, tu te balades, tu vois une 911 passer à 155 000 balles, et derrière, tu vois une Renault 5 Turbo 3E qui passe, là, sur laquelle tu te retournes,
laquelle est la plus dingue des deux? Clairement, c'est la Renault 5. C'est une voiture exclusive, c'est une voiture de collectionneur. Maintenant, faut voir à conduire parce que Renault, je suis pas sûr que, enfin voilà, on n'a jamais vu des voitures électriques vraiment dynamiques chez Renault. Mais si c'est vraiment un truc de zinzin qui marche super bien et qui est super cool, why not, franchement, ça le fait grave. Enfin, franchement, tout le monde se retournera sur cette voiture. Ça va être une voiture ultra rare, ultra exotique et parfaite pour faire une collection, etc. Moi, j'y crois à fond. Mais c'est bien que tu le dis, c'est qu'effectivement, on sait à quoi elle ressemble, on connaît sa fiche technique, et il y a quand même un gros détail qui manque maintenant, c'est comment elle est à conduire, quoi. Ah oui, comment ça marche? Mais justement, tu me parles de prix de 911 et de malus de 70 000 euros. Il se trouve que 155 000 euros, c'est presque à l'euro près le prix de 2 Hyundai Ioniq 5 N, qui est, corrigez-moi si je me trompe, mais aujourd'hui la référence en matière de voiture électrique sportive. Sans le côté exclusif de la R5. Mais moi je te parle juste, là on passe au niveau plaisir de conduite. Et alors, moi, je pense que effectivement, si tu rajoutes un petit peu le côté glamour autour, l'histoire, machin, mais il y a déjà, j'espère bien que Renault, dans ses tests, a signé un petit chèque à Hyundai pour avoir une Ioniq 5N à essayer, et puis essayer d'en tirer un petit peu la substantifique moelle et essayer de l'insuffler dans cette R5 Turbo 3. S'ils ont fait ça, c'est le truc, génie. Oui, effectivement, ça serait génial, mais surtout s'ils le font pas. Et que, j'ai envie de te dire que, tout simplement, alors c'est mon avis, peut-être que vous allez hurler, mais si dans cette voiture, il n'y a pas de boîte de vitesse virtuelle, pour moi, c'est déjà, alors, ça va rester un produit que tu vas mettre dans ton garage pour décorer, un truc de musée, un placement, mais il y aura un frein à main hydraulique. Voilà. Vous êtes trop mignon parce que quand vous parlez, vous vous regardez, c'est très joli à voir. On profite d'être. Mais t'as raison, je pense, c'est que, en fait, si tu tiens à des critères purement rationnels, pragmatiques et rationnels, je pense qu'effectivement c'est tellement hors de prix, c'est complètement débile, quoi. 150 mais c'est une voiture de place, enfin c'est pas. T'auras toujours plus puissant, aussi efficace, plus confortable, enfin tu vois. Et moins cher, ouais. Ah mais moi je parle de moins cher. Moi ce matin, juste avant de venir, là, je lisais sur sur Facebook, il y a un mec qui dit ouais mais tu peux avoir 3 Denza pour ce prix-là, enfin tu vois. Après tu t'arrêtes pas, quoi. Et puis tu peux avoir une MG X-Power là, 400 chevaux pour 6 fois moins cher. Enfin, tout dépend. Mais moi je parle pas forcément de performance. Je parle pas de chronomètre ou de quoi que ce soit. Je te parle vraiment. Il y a quand même, voilà, c'est une bagnole, c'est l'héritière d'une voiture de rallye championne. Moi j'aurais un chèque de 150 000 balles à signer. J'aimerais bien avec ça qu'il y ait des sensations, du plaisir de conduite qui aille avec. Je pense qu'on aura un début de réponse au mois de juillet quand on verra la voiture rouler pour la première fois à Goodwood du 10 au 13. Ça, je pense que on aura déjà un premier aperçu et peut-être qu'on aura des informations supplémentaires sur l'éventuelle boîte de vitesse, sur l'éventuel bruit artificiel, etc. Donc tu avais l'air assez catégorique au moment de la présentation. Voilà, boîte de vitesse, c'était non. Au moment de la présentation, effectivement, ce qui nous a été dévoilé comme information, c'est que à date, il n'y avait pas de boîte de vitesse prévue dans les cartons, voilà, rien. Et visiblement pas de bruit artificiel. Donc, comme on a vu un produit fini à 90%, donc c'était une maquette effectivement à l'échelle 1-1, mais qui est presque finie. Donc on n'est pas à l'abri à ce que d'ici là l'équipe R&D ajoute une boîte ou voilà. Sachant que c'est purement du logiciel. Absolument, voilà. Absolument. Donc, Florent. Est-ce que tu as quelque chose à compléter au sujet de cette R5 Turbo 3E? Juste, c'était une précision déjà pour les 1980 et savoir s'il va y avoir des clients. Ils vont vite avoir une première indication parce que là, l'étape de réservation demande déjà un premier chèque de 50 000 euros. Donc, il faut déjà payer un tiers de la voiture à la réservation. Donc, ça fait déjà un tri dans les personnes qui
voilà, comme à l'époque, pouvait s'inscrire en versant $100 pour un futur Roadster Tesla qui n'arrivera jamais. $100, c'est rien, quoi. T'arriveras jamais comme tu y vas. Et là, on paye 50 000 € d'un coup, donc c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, l'idée de Renault sur ce projet, c'est les 50 000 € doivent aider aussi à payer le financement, je veux dire, plutôt de la voiture. Parce qu'en fait, la voiture est pas prête d'être livrée aux clients, parce que là, il y a pré-réservation. Après, en 2026, on pourra, ceux qui ont fait une pré-réservation, commencer un peu à la configurer. Et la commande définitive, ça sera début 2027, avec, ils espèrent, la livrer courant 2027. Donc, on attend d'économiser. De la patience. Et donc, justement, d'ici là, peut-être que d'autres propositions sont déjà arrivées sur le marché et remettront encore plus en cause les 155 000 €. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur aussi, ouais, tu vois. C'est que, à la vitesse où on voit arriver les nouveautés, tu vois, il y a des trucs de plus en plus, tu vois, globalement sur les voitures électriques, t'as de plus en plus de trucs marrants, fun, hyper drôles. On parlait de la Hyundai, enfin, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis venu avec ça n'a rien à voir, mais tu vois, je suis venu avec un Maxus e-tron, là. Oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Là, enfin, et je me disais, mais tu vois, il y a encore c'est les premiers à faire ça. On attend le Cyberster depuis des années, on ne l'aura jamais, ça. Et donc, t'as quand même régulièrement on repousse les limites du truc. Donc, on peut estimer qu'effectivement, en 2027 ou en 2028, il y aura sûrement peut-être 2, 3, 4, 5 sportives vraiment sympas qui seront arrivées, toi. Entre deux, quoi. Peut-être vachement moins cher. Mais... Alors, mais là, c'est pas l'emballage là. Marketing autour, mais c'est loin, 2027, hein. Oui, mais alors justement, si on se base sur le prix de l'Ioniq 5, et là c'est 2 fois plus, est-ce que l'exclusivité ça vaut 75 000 €? Est-ce que vous chiffrez ça, l'exclusivité, à 75 000 €? Est-ce que ça les mérite, quoi? Poser la question aux collectionneurs de montres, enfin voilà, je pense que c'est pas une raison, enfin c'est pas raisonnable, c'est pas un achat raisonnable. Tu vas pas acheter une R5 Turbo 3E en te disant que tu vas faire de l'éco-conduite et tu vas l'utiliser pour aller au travail. Non, là si tu l'achètes, tu sais exactement, t'as un tatouage de Jean Ragnuti sur ton bras, non pas toi. T'es ultra fan, quoi. T'as eu peut-être toutes les Mégane RS dans ta vie. Enfin voilà, t'es un picousé de la marque, quoi. Tu peux pas l'acheter. Tu vas pas acheter autre chose. Tu t'en fous de la Ioniq 5N. Tu t'en fous qu'elle coûte 2 fois moins cher et qu'elle fasse encore plus de chevaux, etc. Non, là, tu veux cette bagnole-là. Et moi, je suis sûr qu'ils vont l'avoir. Par contre, je rejoins Nico sur le 2027. Est-ce que elle va pas être déjà dépassée technologiquement quand elle va sortir? Et surtout, est-ce que le Hyundai Steroid va pas arriver avant? Parce que, ça, c'est un vrai projet, ça? Ou c'est une maquette c'est un concept car, mais on connaît Hyundai, hein. On connaît Hyundai, ils sont capables de te claquer ça et de le sortir, mais pas en 2027, avant la fin de l'année, quoi. Et eux avec une boîte de vitesse. Oui. Donc, Par contre, moi, je voudrais juste dire un truc. Une Renault 5 Turbo 2 de collection, c'est comme la R5 Turbo 3E, ça a pas vraiment d'intérêt. Enfin, genre aujourd'hui, en récent, il y a des trucs qui poussent plus, et pourtant, en occasion, aujourd'hui, ça doit coûter dans les 100 000 quand même. Ah oui, mais ça a un palmarès, ça a une. Ouais, mais c'est juste du kiff. Et ouais. Encore une fois, moi, je pense que tu te retourneras sur une Turbo 3E, que tu te retourneras pas sur une Maserati. Mais je l'achèterai pas. Ça, c'est une... Hier, j'ai vu une annonce pour une 205 T16 de 1984. Je sais plus le kilométrage, mais la voiture était à 400 000 €. Donc, voilà. C'est pas des voitures utilisables au quotidien, c'est vraiment des objets, des œuvres d'art. Bon, je suis pas d'accord avec vous, mais bon. Bon, voilà. On va régler ça comme des adultes au Shifumi. Andy, t'avais quelque chose à rajouter? Ouais, des petites réflexions en passant. Voilà, je trouve la voiture... j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ça fait tellement longtemps qu'il lève la main aussi, Andy. T'as tenté. ouais, tu vois, je me suis dit, je vais gagner 3 secondes. C'est pas qu'Alpine avec... Attends, ça va me revenir. Oui, bah voilà. Voilà, je te relève la main, histoire.
Ouais, je suis assez quand même curieux de voir la chose en vrai, parce que bon, on connaît le gabarit de la R5 qui est quand même ramassé. On sait que le poids a été jusque-là assez maîtrisé sur la plateforme, même si évidemment c'est un truc complètement différent et ça sera pas vraiment basé sur Ampere Small tel qu'on le connaît, mais etc. Mais le poids devrait être assez réduit. Et puis on a le triple moteur entre guillemets, donc ça va permettre de faire du torque vectoring. On sait que ça va démarrer avec l'Alpine A390 assez rapidement en fin d'année sur le marché entre guillemets. L'idée c'est de faire de la légèreté perçue. J'ai entendu cette expression et ça m'a j'ai cru que j'allais jeter par la fenêtre. Mais l'idée que ce soit possible sur une voiture possiblement relativement légère comme la R5 3E, ça me donne quand même envie en tant qu'essayeur d'aller mettre mes fesses là-dedans. Dans 2 ans, selon les versions optimistes, je serai un petit peu moins optimiste parce que l'histoire des moteurs roues et tout ça, ça fait beaucoup de temps qu'on en parle. Je suis pas sûr que ce sera la semaine prochaine en série, ou en tout cas, je pense que les gars qui vont mettre au point la voiture, ils vont bien s'arracher les cheveux. S'ils en ont. T'as dit quoi? Je quitte ce programme. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet. On passe au second. Le second, il est un peu moins drôle. On va parler de la fin d'un avantage pour ceux qui prévoient d'acheter une voiture électrique, neuve ou d'occasion d'ailleurs. Et c'est Florent qui va nous en dire plus. On va parler d'un changement notable pour les voitures électriques à partir du 1er mai, c'est que la carte grise ne sera plus gratuite. Alors on va quand même être précis, elle n'était pas totalement gratuite parce que les acheteurs d'un véhicule électrique ils payaient une toute petite somme sur la carte grise. En fait, c'était un petit forfait de base, si je suis précis, à 13,76 €. Mais on est loin des centaines d'euros qu'on pouvait payer avec un véhicule thermique. Parce qu'en fait, les modèles électriques, depuis quelques années, ils sont exonérés de la taxe régionale, celle basée sur les chevaux fiscaux. C'était un petit avantage, un petit cadeau qui était censé aider, booster les ventes de ces véhicules. Mais le cadeau, il est désormais terminé parce que les régions, elles peuvent maintenant, si elles le souhaitent, faire payer cette taxe régionale. Et comme l'avait révélé fin avril nos confrères d'AutoPlus, en fait, toutes les régions vont faire payer cette taxe maintenant, à part les Hauts-de-France. Alors, on se demande si il est logique maintenant de mettre fin à cet avantage pour les véhicules électriques. Ok, alors moi, j'ai fait mes devoirs. Je me suis lancé, mais tel Alice dans le trou du lapin, là, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le terrier. Le terrier, le trou du lapin. Ouais. Le trou du lapin, excuse-moi, mais ça ouais. Excusez-moi, on garde, c'est pas grave. Oui. J'ai cherché comment on calculait la puissance fiscale d'une voiture électrique. Du coup, il a fallu que je retrouve comment on calculait la puissance fiscale d'une voiture thermique. Donc, je vous le rappelle, mais vous le savez par cœur, vous êtes des professionnels, c'est émission de CO2 divisé par 45 plus puissance divisé par 40 fois 1,6, je crois, si je retrouve bien mes notes. Ouais, Camoulox. Voilà. Bon, il y a pas de CO2 au moins à la conduite dans une voiture électrique, donc il fallait trouver un autre calcul qui est pas plus simple. Donc c'est, vous êtes prêts? 0,00018 fois puissance au carré plus 0,0387 fois la puissance, plus 1,34. Et vice-versa. Alors, déjà, ça vous J'aurais tellement aimé être pas au très comité. simple, mais J'aurais tellement aimé être au comité qui a fait ça. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, parce que j'ai dit puissance, un terme flou, parce que c'est pas la puissance qui est sur la fiche technique. C'est la puissance issue d'un calcul. Alors, si vous regardez sur votre carte grise de voiture électrique, c'est ce qui est marqué en P2. Et c'est la puissance nette maximale qui n'a rien à voir avec la puissance pic sur laquelle on communique de façon un petit peu commerciale. Et il n'y a pas à diviser par deux. Enfin, c'est pas du tout fixe. C'est-à-dire, une voiture qui va faire 200 chevaux en pic,
elle va peut-être sortir 130 chevaux sur cette puissance nette maximale, ou 100, ou 80. C'est complètement différent. Alors, juste pour vous donner un exemple. Moi, j'ai regardé ma propre voiture, qui est une magnifique Seat Mii électrique, qui produit donc 83 chevaux en puissance pic, et qui fait 4 chevaux fiscaux. Mm-hmm. Comme une Renault Zoé R110, comme une MG4 de 170 chevaux, et comme une Mégane E-Tech de 220 chevaux. C'est-à-dire que ces 4 voitures ont une puissance fiscale de 4 chevaux fiscaux. Donc, y a vraiment zéro logique. J'en rajoute une petite couche, la Tesla Model 3 Performance, 460 chevaux, 11 chevaux fiscaux. Ioniq 5N, 650 chevaux, 10 chevaux fiscaux. Bon, donc, c'est pas plus simple. Attends, je cherchais ma carte grise. C'est pas plus simple, c'est même peut-être plus compliqué qu'avant. Mais c'est comme ça. Bon. On peut rajouter. Je vous rajoute encore une petite couche de difficulté ou pas? Parce que j'en ai encore un petit. J'en ai sous le pied. Vas-y. Fais-nous rêver. Particulièrement sur ma Mii. Alors peut-être que sur d'autres voitures aussi. Sur mais la puissance pic est égale à la puissance tête maximale affichée sur la carte grise. Oui, parce que techniquement, c'est pas possible. Alors si, parce que t'as une considération. Je crois qu'on considère la puissance continue. C'est la puissance que ta voiture est capable de délivrer pendant 30 minutes. Mais ça, c'est pas possible. Pourquoi ce serait pas possible? D'avoir cette puissance maximale qui puisse être produite pendant 30 minutes. Tu n'as pas confiance en ta voiture? Non, c'est juste dans la physique. Mais bref, c'est très compliqué. Alors, juste, je suis dans mes chiffres, donc je termine, puis après je vous donnerai la main. Alors, 4 chevaux fiscaux, c'est pas énorme. Hein. J'ai fait le calcul. Ce que j'aurais dû payer avec un cheval fiscal dans le Haut-Rhin qui est à 60 €, ça m'aurait fait 240 €. C'est une somme. Par rapport à l'achat d'une voiture, même d'occasion, je l'ai payé 13 000 €, je peux le dire. Hein. C'est pas énorme. C'est quand même, j'ai repris mes petites notes. C'est à peu près ce qu'elle m'a coûté en recharge en 1 an. Hein. Donc c'est pas rien non plus. Voilà, la question c'est maintenant, est-ce que c'est pas le début de la fin de ces avantages fiscaux? Est-ce qu'après on va pas passer à 1 kWh avec une TIPP qui va se rajouter comme pour une voiture via les compteurs? Bref, j'ai beaucoup trop parlé. J'ai voulu trop mettre en avant ce travail que j'ai fait. Victor, à toi. Bah surtout, t'as divulgaché toutes mes notes, hein, en fait. Moi, j'ai préparé exactement la même chose que toi. Donc, j'ai fait une petite liste de voitures. Donne des exemples. Voilà, je vais citer. Voilà. Même si je me répète par rapport à toi, je m'en fiche. Donc, la Hyundai Ioniq 5N, donc, qui sort 10 chevaux fiscaux. Les futurs acquéreurs, donc, vont payer 600 € de carte grise. Mais je trouve que il y a quand même une couche supplémentaire avec la voiture électrique, parce que tu as notamment la Ioniq 5N, tu as l'option Boost, tu sais, qui t'ajoute 45 ou 50 chevaux, je sais plus, mais c'est un boost temporaire qui est là pour voilà, en gros pour afficher que la voiture sort 650 chevaux et non pas 605 de base. Donc comment est-ce que cette chose est calculée dans l'algorithme de carte grise? On n'en sait rien, en fait. Comment ça va être ultra compliqué à justifier ce prix-là. Mais d'un autre côté, voilà, la voiture électrique devient comme la voiture thermique, comme la voiture classique. Quand vous achetez une voiture électrique, il va falloir payer la carte grise. Voilà, c'est tout. C'est un fait. Ça arrive le 1er mai. Et visiblement, donc, la région des Hauts-de-France n'aurait pas accepté donc la mise en place de cette mesure. Moi, je me pose quand même la question de est-ce que moi, qui habite en Bourgogne-Franche-Comté, je peux aller acheter ma voiture à Lille, et comment ça se passe? Tu veux tricher, toi, déjà. Bah, non, mais voilà, il y a une faille. Il y a tout de suite une faille. On nous présente...
Ta carte grise, elle est basée sur ton adresse d'habitation. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu me croyais pas? Mais si vous laissez régler vos problèmes. Tu vas acheter une maison. Après, si t'achètes une maison dans les Hauts-de-France, je sais que c'est pas cher. J'achète la meilleure voiture du monde, une Ioniq 5N à Lille, dans la concession de Lille. Je leur demande de me la vendre avec la carte grise toute faite. Donc, ils ne vont pas se référer par rapport à mon habitation. Ils vont me vendre la voiture avec la carte grise incluse. C'est légal ce que tu dis là? Oui, mais ta carte grise, il y a une adresse dessus. Ils vont te demander Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Moi, j'ai fait confiance à Nicolas. Nicolas, qu'est-ce que tu penses? En fait, tous tes PV, toutes tes infractions, tu les reçois automatiquement au domicile indiqué sur ta carte grise. Donc, ils vont te demander un justificatif de domicile. Ça fera le bêtisier, c'est pas grave en fin d'année. Mon truc ne tient plus. C'est bien tenté. C'était un petit peu branlant, si je puis dire. Ok. Bon, écoutez, du coup, j'avais, je rajoute juste 2-3 voitures là sur la liste des voitures qui vont être surtaxées demain. Donc voilà, la Tesla Model 3 standard propulsion, elle est à 7 chevaux fiscaux, donc 420 € de plus. C'est pas, voilà, on va dire c'est classique. La Tesla Model S Plaid, par exemple, qui revendique 21 chevaux fiscaux, faites le calcul, 1260 €, pardon. Et la MG Cyberster que j'ai actuellement, avec les 20 chevaux fiscaux, pareil, 1200 balles en plus du prix. Donc, la voiture électrique devient un poil moins intéressante, mais ça, c'est pas nouveau. On a l'habitude déjà. Nicolas, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que d'un point de vue plus général, tous les avantages que tu as aujourd'hui avec la voiture électrique font disparaître immanquablement. Tout simplement parce qu'il y aura de plus en plus de bagnoles électrique a priori, tu vois, même si on dit que ça progresse doucement, ça progresse quand même pas si mal que ça, et que depuis la nuit des temps, l'automobiliste français est là pour raquer, tu vois, donc la vache à lait. Il va falloir qu'il raque. Il y a plus d'argent dans les régions, tu vois, c'est pour ça qu'ils te font payer la carte grise, c'est que aujourd'hui avec la décentralisation et des choses comme ça, en fait, les régions sont toutes un peu dans la merde, quoi. Il faut qu'ils trouvent des nouveaux moyens de financement. L'année dernière, chaque année, je prends juste un exemple, la TIPP qui est devenue d'ailleurs, qui s'appelle plus TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers, elle s'appelle TICPE. En gros, on change de nom, on te fait comprendre que ça concerne pas seulement le pétrole, ça va glisser. Ça va concerner tout le monde. Ça représente chaque année en France 33 milliards, plus si tu rajoutes la TVA qui s'applique dessus, 41 milliards. Demain, tu auras une taxe sur ton kilowatt quand tu iras faire le plein de kilowatts. Alors, est-ce que ça marchera chez toi? Est-ce que il y a plein de trucs? Mais moi, ça fait longtemps qu'il réfléchit à ça déjà, parce que j'avais fait une réunion avec un mec c'est une assurance, c'était un grand groupe français d'assurance, qui nous avait expliqué que Bercy les avait déjà reçus au ministère, pour leur demander si éventuellement demain on a besoin de taxer le kilométrage de chaque Français, est-ce qu'ils étaient prêts à récolter en fait c'est-à-dire qu'en gros au 1er janvier ton assureur il va te demander combien de kilomètres t'as fait l'année dernière, ils vont tous une taxe de tant de centimes au kilomètre et tu paieras l'équivalent d'une taxe sur le pétrole, puisqu'en fait ces 40 milliards là, tu faut bien comprendre qu'aujourd'hui ils vont pas en faire cadeau aux gens s'ils passent à l'électrique, quoi. Donc de toute façon oui, je pense que de façon générale on va arriver à une suppression des cadeaux fiscaux sur l'automobile électrique, quoi. JC, t'as quelque chose à ajouter? Non, en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter finalement. C'était très bien tout ce que vous avez dit. Je pense qu'effectivement, on est dans un état qui est pas très riche et tout le monde vit à perte, quoi. Et je trouve qu'il y a pas trop de raisons, enfin, à part écologique, mais de faire des cadeaux à des gens qui achètent des bagnoles. Remarque, ouais, c'est pas neuf non plus. Je sais pas, j'ai vraiment pas d'avis là-dessus en fait. Je suis hyper partagé.
Mais oui, je suis de l'avis de Nicolas. C'est évident que tous les avantages de la voiture électrique vont disparaître. Mais le point positif, c'est que le prix de la voiture électrique neuve est censé descendre petit à petit pour s'aligner un jour sur le thermique et faire en sorte que la perte d'avantage s'égalise avec le coût de la voiture et que finalement on en revienne au même, quoi. Donc bon, je crois que c'est y a rien à faire, c'est comme ça. Il y aura un nivellement à un moment donné qui va faire que t'auras d'autres avantages à acheter une électrique aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, t'auras plus de problème d'autonomie. Enfin, tu vois, on sent que ça progresse. T'auras peut-être plus trop le problème du prix, donc t'auras peut-être plus besoin. Enfin, tu vois, si ça vaut à peu près le même prix qu'une thermique, ouais, c'est ça. T'as plus besoin à terme, ça vaudra le même prix. Et puis, tu voulais ajouter quelque chose? Un chiffre, peut-être. Moi aussi, j'ai fait mes devoirs. Je vois ça. En 2025, si on prend la même tendance qu'en 2024, donc en volumétrie de vente de voitures électriques, donc les voitures concernées par cette nouvelle mesure qui arrive, on estime un manque à gagner, en tout cas une somme 640 millions d'euros que les régions pourraient récupérer donc avec l'argent des cartes grises. Voilà, c'est à peu près ça dont on parle ici. Ok. Et on parle, oui, voilà. La différence aussi, c'est que carte grise, c'est pas que pour les voitures neuves, c'est aussi pour les voitures d'occasion. Donc, ouais, c'est ça. À chaque changement de propriétaire, on va repasser à la caisse. Moi, je suis d'accord quand même avec toi, JC, c'est que après, et avec Nico aussi, c'est que peut-être qu'on arrive à une étape où c'est la normalisation de la voiture électrique. Ça devient une voiture comme une autre. C'est le signe que c'est adopté par la société, par la plupart des gens. Donc c'est peut-être un signe positif au final. Mais je voulais juste terminer par avant de donner la parole à Andy qui va peut-être nous dire comment ça se passe en Italie. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant. On parle de voitures d'occasion et c'est là où ça va vraiment être très compliqué. Parce que j'ai cherché un petit peu les puissances fiscales à travers les âges des voitures électriques. J'ai des passions discutables. Et j'ai pris en exemple la Renault Zoé R110. À votre avis, c'était combien la puissance fiscale d'une Zoé R110 en 2018? Moi, je sais, mais je laisse les autres chercher. Ça devait être beaucoup, parce que j'imagine qu'en puissance, c'était assez haut. Zoé R110, hein. Donc la puissance fiscale d'une Zoé. Donc tu dis combien? Mais t'as pas dit 4 chevaux tout à l'heure? Eh bien non. 0? J'ai dit 4 chevaux en 2025. Alors j'ai raté, vous voulez pas jouer, c'est pas grave. Bah si, moi je dis 0. R110 Zoé en 2018, un cheval fiscal. Un cheval fiscal, tout à fait. Ouais. Ouais, en 2019, 2. En 2020, 4. Donc, en fait, le calcul a changé avec les années. Je crois que de toute façon, en 2018, toutes les voitures électriques étaient à un cheval fiscal, je crois. Il y a quelque chose comme ça. Mais alors, sur le marché de l'occasion, déjà, c'est pas simple de déterminer comme ça la puissance fiscale d'une voiture électrique neuve aujourd'hui. Alors, sur le marché de l'occasion, va falloir regarder modèle par modèle, millésime par millésime, pour savoir combien ça va coûter. Et ça sera peut-être une façon après de discuter le prix avec le propriétaire. C'est peut-être pas plus mal. Andy, en Italie, on paye sa carte grise pour les voitures électriques. Comment ça se passe? Tu sais, toi? Alors, ce qui est intéressant en Italie, c'est que là, ils ont, parce que si on se parle plus généralement des aides à l'achat du véhicule électrique, c'est que on a clairement acté la fin du bonus. Le ministre de l'économie, Giorgetti, l'a dit que maintenant, en gros, on donne plus d'argent aux gens pour acheter des voitures chinoises ou étrangères qui favorisent des batteries et des choses lointaines, etc. Et donc maintenant, tous les dispositifs d'aide, ce sera soit du direct, genre on vous aide à acheter une borne pour votre domicile, ou ce sera des aides aux constructeurs, aux équipementiers qui prennent des initiatives jugées écologiques, etc. Donc on est complètement sorti de la logique de bonus, dont on sortira, je pense, aussi un jour, et on commence quand même à bien voir les limitations progressives du bonus
et des corrections entre guillemets du marché que les font les États. Je pense qu'avec un déficit à 5,4% du PIB, comme c'est prévu en fin d'année, en France, ce sera forcément aussi à l'ordre du jour. Et c'est un truc facile à tailler. Augmenter les impôts, c'est difficile. Enlever une aide, c'est plus facile. Donc, forcément, voilà, je vous rejoins, effectivement, c'est ce que j'avais marqué dans mes petites notes avant l'émission, sur l'éléphant dans la pièce. Il y a deux choses certaines dans la vie, disait Benjamin Franklin, c'est la mort et les impôts. C'est que à la fin, on va vraiment se poser la question de la taxation de l'énergie. Comment, et ça va être aussi hyper intéressant, parce que typiquement je vis dans un pays où l'électricité est à domicile à peu près 2 fois plus chère qu'en France, parce que le mix énergétique est différent, parce que il y a eu un référendum en 87 sur le nucléaire, les gens ont dit non, etc., etc. Et du coup, on risque d'avoir aussi des différences sur les manières de taxer l'énergie pour compenser la TIPCE dont on parlait tout à l'heure, etc. Enfin, tous les mécanismes étatiques classiques. Alors, est-ce que ça va passer, comme tu disais Nicolas, par l'assurance? Comment on va taxer l'électricité? Comment on va corriger ça aussi socialement pour que ça se passe le mieux possible ou pour continuer à essayer d'encourager les gens peut-être à faire la bascule électrique? Ce qui est sûr, c'est qu'en Italie, l'électrique, ça marche pas. On est encore à 4% du marché. Donc de part de marché sur les véhicules électriques. Donc c'est un petit peu compliqué, et surtout personne n'a envie d'en parler de ce sujet parce que c'est politiquement explosif. Les constructeurs n'ont pas envie d'en parler parce que s'ils veulent accélérer la bascule, forcément c'est pas un argument très sympa de se dire que dans 5 ans ce sera taxé. Donc il y a un moment où il va falloir en parler entre adultes parce que ça va être un sujet, ça va être hyper politique, ça va être hyper dur pour les gens parce qu'il y a aussi ces dernières années tout ce discours de mais vous inquiétez pas, achetez une voiture électrique, vous allez vous refaire la cerise en la branchant chez vous. Et un jour on nous en voudra. Comme on en voudra d'avoir présenté cet argument, nous journalistes, mais aussi constructeurs, aussi politiques, etc. Comme on nous en veut quelque part, parce qu'il y a 10 ans on a dit parce que c'était un petit peu plus bas en CO2, le diesel c'est génial, et les gens ont acheté massivement. On est monté à 78% de diesel, ce qui n'avait aucun sens ni écologiquement, ni sur l'utilisation, ni sur le parc, etc. Enfin, c'était un pur truc. C'est une pure bêtise collective qu'on a faite en France. Et les gens nous disent aujourd'hui, j'arrive pas à revendre ma voiture à la fin, etc. Je suis un peu inquiet que dans quelques années, on jette le bébé de la voiture électrique avec le bain fiscal. Et c'est pour ça que je préfère toujours devancer un petit peu la question, et je pense qu'on doit devancer la question, celle de comment on va taxer ça, parce que c'est hyper important et ça va être hyper politique dans les années à venir. Alors, avant de redonner la parole à l'ami Florent, moi, je voudrais quand même souligner quelque chose, c'est que, il me semble que c'était pas comme ça avant, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que là, on se retrouve ça va être mis en place le 1er mai. Alors, dans quelques jours, au moment de l'enregistrement, il y a quelques jours, quand vous allez tous voir ou écouter ça. Et ça veut dire que une semaine avant, un peu plus d'une semaine avant, il y a l'annonce de quelque chose qui va être mis en place quelques jours plus tard. Ce qui veut dire que je trouve que ça participe à une incertitude générale. Ces genres de décisions au dernier moment où on parle d'acheter une voiture, on parle pas d'acheter une baguette de pain, donc c'est des choses qui se prévoient, que on va je sais pas mettre de l'argent de côté, on va prévoir d'autres achats avant et on va se fixer une date, mais quand on sait pas si dans 15 jours, il y aura peut-être plus d'aide ou il y aura peut-être une taxe supplémentaire. Je trouve que c'est quelque chose qui participe un petit peu à une incertitude générale et qui fait que je pense que les gens hésitent à s'engager, vont peut-être repousser encore leur phase d'achat en disant voilà, je sais pas ce qui va me tomber sur le coin de la figure. Si ça se trouve, j'ai acheté une voiture électrique.
Demain, ils vont taxer l'électricité comme un carburant pour se déplacer. Et je trouve que, voilà, si on avait des projections comme il me semblait que c'était le cas avant, où on disait, écoutez, jusqu'à la fin de l'année 2025, c'est comme ça, au 1er janvier, on passe à une autre façon de réfléchir. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des mises à jour qui se font d'une semaine à l'autre. Et t'as l'impression qu'il y a un peu de naviguer à vue aussi. Tu te dis, je trouve que moi, je me dis, c'est des décisions qui sont prises, t'as l'impression que c'est improvisé. En plus, ça commence toujours par une sorte de fuite à la presse, parce que là, il y a quelque chose qui a été vérifié, c'est une vraie information, mais c'est pas quelque chose qui est passé au journal officiel, qui reste quand même assez flou. On sait que ça va arriver, le 1er mai. Si Autoplus n'en avait pas parlé, peut-être qu'on aurait su encore plus tard. Et je trouve que j'aime pas cette façon de faire. Conteste, Florent, vas-y. Juste pour préciser, après on verra. Ça a été voté dans la loi de finances 2025. Donc, en fait, elle a été votée dans un contexte très particulier. On sait, il y a eu un premier texte, un gouvernement qui est tombé, c'est un autre texte qui est passé mi-février. Et en fait, c'est une petite phrase au milieu de tout ce pataquès qui, oui, a été repéré par Autoplus. D'ailleurs, il faut les saluer. Parce que, en fait, l'ancienne phrase officielle, c'était exonération pour tout le monde, et maintenant la nouvelle phrase c'est chaque région peut faire payer, faire une réduction ou rester à zéro. Donc mais c'était perdu au fin fond, c'est l'article je crois 119, voilà, c'est pour montrer à quel point c'est vraiment perdu au fin fond de tout un dossier épais comme pas possible quoi. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, je comprends, voilà, ça doit être annoncé au journal officiel mi-février, on le découvre par hasard parce que voilà, c'est pas expliqué clairement, et ça moi je peux comprendre que ouais, les clients peuvent être en colère. Mais bon, alors comme d'autres l'ont dit avant, pour l'instant ça va être sans douleur quoi, ça va être quelques centaines d'euros, ça peut se négocier avec l'achat. Quand tu achètes une voiture neuve, tu négocies avec le vendeur quoi. Et puis surtout, pour rebondir sur ce qu'a dit Andy, il n'y a pas encore de gilet jaune de la voiture électrique, mais il a raison, il y en aura sûrement un dans quelques années. Mais pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'en fait, ça reste un achat de gens privilégiés. Vous voyez déjà le bonus comme il a fondu cette année, ça s'est fait en plus du jour au lendemain, fin novembre, début décembre, là, en 2024. Personne n'a bronché, quoi. Tout le monde s'en fiche, quoi. Parce que c'est un achat de privilégiés, c'est considéré comme une aide. Donc, le bonus, ouais, petit à petit, va baisser. Et en fait, je pense qu'ils vont être assez malins là-dessus avant qu'il y ait vraiment une mesure qui crée ce que j'appellerais le gilet jaune des conducteurs de voitures électriques. C'est que ça se fait petit à petit, subtilement. Donc, on commence par ça. En parallèle, on réduit petit à petit le bonus, et même l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, il y a des voitures électriques qui pourraient avoir un malus sur le poids. Alors, c'est toujours fait, il y a quelque chose qui est fait assez intelligemment, par exemple, le malus au poids, c'est que ça se fait petit à petit, ça concerne d'abord des voitures de luxe, donc personne ne dit rien, puis petit à petit, on descend, quoi. Donc l'année prochaine, les voitures électriques seront concernées, ça va être assez alambiqué parce que ça sera des voitures assez lourdes, qui en plus n'ont pas un éco-score suffisant et tout, donc ça va pas concerner grand monde. Mais bon, on sait comment ça va se terminer. Donc petit à petit, le malus au poids, il va descendre petit à petit, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des véhicules qui seront exonérés de malus au poids des véhicules électriques, sûrement dans quelques années. Enfin, ça sera peut-être sûrement les plus bas de gamme, quoi. Donc c'est assez subtil, mais voilà, ça va se faire petit à petit, la taxation des véhicules électriques. Andy, t'avais quelque chose à ajouter ? Ouais, non, mais si on élargit encore la focale, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on parle d'improvisation fiscale et de choses comme ça. On s'est donné quelques règles ces derniers temps, notamment l'Union européenne sur, par exemple, on arrête la production de voitures thermiques en 2035. Enfin, on ne produira plus que des voitures zéro émission, etc. Et en ce moment, il y a plein de négociations en cours sur ah ouais, mais les normes CO2 c'est trop compliqué, il faut abaisser le seuil, donc on étale sur 3 ans, etc., etc. Je pense que les gens ont besoin de très grande clarté sur quelles sont les grandes directions qu'on veut emprunter. Oui, on peut gratter la marge, oui, on peut changer des petites choses, etc. Mais il faut vraiment, et tous les acteurs économiques le disent, que ce soit les constructeurs, mais aussi même les ménages, tout le monde se dit, en fait, les règles vont peut-être changer dans 5 minutes, donc ça bloque les achats,
Donc, ça permet, on se pose des questions aussi sur les techniques qu'on veut suivre, etc. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à ne pas mollir, entre guillemets, sur les règles et les destinations finales, entre guillemets, qu'on veut établir. Si on veut dire qu'en 2035, toutes les voitures sont électriques ou hydrogène, en gros électriques, il faut vraiment pas commencer à mettre du doute fiscal, etc. Il faut des trajectoires. Il faut clarifier. Voilà, ce sera ça la fiscalité dans 5 ans, ce sera ça la fiscalité dans 10 ans. Je sais que le monde change, tous les jours il se passe un truc, Trump se réveille, il veut mettre des droits de douane, etc. Ok, ça rend les choses difficiles, mais le pilotage à vue, ça rend les choses extrêmement compliquées et ça paralyse tout le monde. Gisèle, t'es d'accord avec ça, toi? Ouais, complètement. Et je voulais juste rajouter un truc à propos de ce qu'a dit Florent, qui disait que la voiture électrique, c'était un truc de privilégié. C'était le cas au début. Maintenant, on commence à avoir des occasions qui sont vraiment pas chères. Et moi, j'ai pas mal d'abonnés qui choisissent la voiture électrique justement parce que ça fait rentrer le truc dans leur budget. Et effectivement, si demain, ils devaient payer au kilomètre, le truc ne rentre plus du tout dans le... Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Ils ont choisi une voiture électrique parce que ça coûte pas cher à l'utilisation, parce qu'en occasion, tu t'en sors au même prix qu'une voiture thermique, en gros, et parfois même moins cher. Et là, si on change les règles du jeu, évidemment, ça va être compliqué. Évidemment, il va y avoir des lésés et des énervés, quoi. C'est certain. Très bien. On passe au dernier sujet? Très bien. Bah, écoutez, on passe au dernier sujet. Qui ne dit mot consent. Troisième sujet, donc. On avait le droit de dire non, en fait. Attention, la logique de violeur. Mais je sais pas, vous êtes libre. Allez, troisième sujet. On pensait voir ces véhicules disparaître, cette catégorie de véhicules disparaître, mais ils reviennent. Ce sont les voitures électriques avec prolongateur d'autonomie, n'est-ce pas, Florent? Ouais, on appelle ça dans le jargon les EREV, Extended Range Electric Vehicle. J'espère que vous appréciez cet accent super franglish. En fait, c'est des véhicules électriques qui ont déjà une bonne batterie pour rouler en mode électrique avec une bonne autonomie. Attends, je vais recommencer ça. En fait, c'est des véhicules électriques qui ont déjà une bonne batterie et qui ont donc déjà de base une bonne autonomie grâce à cette batterie. Mais en plus, elles ont un moteur thermique qui va servir de générateur et uniquement de générateur pour prolonger l'autonomie. Alors, c'est pas nouveau, comme Pierre a dit en intro, c'est une technologie qu'on connaissait déjà il y a plus de 10 ans avec la BMW i3, mais elle revient très à la mode grâce aux constructeurs chinois, donc notamment en Chine, mais aussi en Europe. Leapmotor, la marque chinoise distribuée par Stellantis, vient de lancer le C10 avec ce genre de motorisation. Les marques européennes commencent aussi un peu à regarder ça. Mais alors on se demande si ces range extenders, elles ont vraiment un intérêt entre les hybrides rechargeables que l'on connaît déjà et qui s'améliorent déjà actuellement avec des meilleures autonomies électriques et les 100% électriques qui, elles aussi, s'améliorent et proposent de plus en plus d'autonomie. Alors, propose de commencer avec l'ami Victor. Tu as fait un petit tour du marché. Ouais, alors c'est pas évident aujourd'hui de dessiner le portrait type d'une voiture électrique avec un générateur parce que chacun a sa propre technologie et voire sa propre définition. Exactement. En fait, c'est chez Nissan par exemple, on a une technologie similaire qui est appelée hybride repensé e-power. Donc ça va pas du tout être rechargeable, ça se base sur une toute petite batterie, mais la voiture va être entraînée uniquement grâce à un moteur électrique. Et le moteur thermique va charger la batterie. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais chez Nissan, on va donc avoir une technologie conçue de cette manière-là. Chez Leapmotor, on va avoir une plus grosse batterie qui sera rechargeable en AC et en DC. On va avoir aussi un moteur thermique qui va servir de générateur, uniquement de générateur. Ce qui n'est pas le cas chez Honda, par exemple, où, pareil, le système hybride à générateur va être encore différent. Ça veut dire que jusqu'à une certaine vitesse, la technologie donc IHEV va mouvoir la voiture en utilisant uniquement l'électrique, mais passer 70 km/h, c'est le thermique qui va prendre le relais. Donc voilà,
c'est compliqué de s'y retrouver et en gros, il faut retenir que c'est une voiture, pour moi, c'est une voiture hybride qui fonctionne à l'électricité et à l'essence. Et le but est de consommer le moins possible d'essence et d'être le moins contraignant pour l'utilisateur. C'est une sorte de produit de transition du thermique vers l'électrique. Personnellement, je suis pas convaincu pour un sou de la pertinence de ce genre de produit. Je me suis amusé à faire quelques détails, quelques calculs et il faudra voir en vrai en fait, notamment pour le Leapmotor C10 REEV qui annonce fièrement parcourir près de 950 km d'autonomie sur un plein de 50 litres plus la grosse batterie chargée à bloc. Ça nous fait un truc comme une consommation moyenne de 5 litres au 100 pour une voiture électrique. Donc en gros ça coûte, j'ai fait des calculs, ça coûte 9 balles pour parcourir 100 km, 9 balles d'essence bien sûr. Tu parles d'une révolution toi. Mais oui c'est ça, et sachant que si tu fais le plein chez Total par exemple, qui est parmi les superchargeurs chers, on va dire, avec un kilowattheure à 0,59 centimes, on va se retrouver avec un prix de 12 balles pour faire la même chose. Donc bon, la différence, elle n'est pas incroyable, sachant que là, j'ai pris vraiment l'extrême avec Total. En se rechargeant chez soi, on peut s'en tirer avec 3 €, quelque chose comme ça. Donc bon, à voir en vrai, sachant en plus que cette voiture-là, elle va potentiellement perdre son avantage fiscal avec la carte grise. Donc, je sais pas, j'ai du mal à voir le réel intérêt de cette technologie. Nicolas, toi, c'est une fausse bonne idée pour toi, ce retour, ce pseudo-retour je comprends pas que en 2025, ça existe encore, en fait. Alors, je vais pas vous dire ce que je pense de Leapmotor, parce que je veux encore faire des copains. Est-ce que vous voulez savoir ce que Nicolas pense de Leapmotor? Oui. Allez. Oui. C'est vrai, Dis-nous ce que tu penses de Leapmotor. Allez. Franchement, je trouve ça depuis le début absolument scandaleux. Déjà, Tavares qui au départ te présente les Chinois comme le grand méchant loup, qu'il faut surtout pas parler, faut se protéger dans son coin, puis qui le mois d'après t'explique que non en fait on va vendre des bagnoles chinoises, c'est plus simple. Hein. L'histoire du bonus là, malus qu'ils ont pas eu là, les gars, T03, c'est quoi votre boulot quoi? Moi je me rappelle au salon de l'auto, j'avais interviewé un gars de chez Stellantis, de chez Leapmotor, oui, donc de chez Stellantis par forcément de facto, mais et le gars, je lui avais posé la question, je lui ai dit, vous êtes sûr d'avoir droit au bonus avec votre production? Donc je résume pour ceux qui n'ont pas suivi. En gros, au lieu d'importer les voitures de Chine qui sont du coup taxées, l'idée c'était de se dire on a une usine en Pologne, on importe les voitures soi-disant pas tout à fait, en gros, il reste plus que les enjoliveurs à mettre dessus, quoi. On les fait passer par l'usine de Pologne et comme ça, l'Union européenne va croire que c'est des voitures européennes et on aura le bonus. C'était ça la manœuvre. Et quand j'aurais posé la question, les mecs, ils m'ont pris de haut, tu sais, genre, attendez, monsieur, c'est quand même notre boulot, vous prenez pour des cons. Bah non, je me permettrai pas. Mais bon, 6 mois après, tu vois, on se rend compte qu'ils ont pas le bonus, tu vois, les mecs, c'est une catastrophe, quoi. Et donc là, bon, ça mise à part, si tu veux. Sur le principe du range extender qu'on appelle ça là, je trouve ça complètement con parce qu'en fait qu'est-ce que tu vas t'alourdir déjà une voiture avec un moteur thermique, c'est un réservoir d'essence, tout ce que ça implique, tout ça pour aller prolonger un petit peu l'autonomie d'une voiture électrique. En gros, c'est ça le sujet. Franchement, aujourd'hui, moi, ça fait un mois, là, je roule tous les jours en électrique, j'ai traversé 3 fois la France, bon, c'est
c'est pas très drôle, mais franchement, aujourd'hui, dire tu peux faire il y a plus de problème pour faire un long trajet en France sur une voiture électrique si tu prends l'autoroute. Donc, dire si tu recharges en 20 minutes, le problème il se pose même plus, quoi. Qui fait 1000 bornes tous les jours? Et le gars qui fait 1000 bornes tous les jours, de toute façon, il roule déjà en diesel ou en hybride normal, qui est sûrement plus adapté à son cas. Mais je vois pas l'intérêt, en fait, de se trimballer deux technologies. Juste là, en fait, c'est juste pour recharger la batterie. Enfin, j'ai envie de dire, soit t'es pas prêt à passer à l'électrique et achète un hybride normal, quoi. Soit tu passes à l'électrique et tu vas te chercher un café pendant que ça charge et tu nous emmerdes pas, quoi, avec ton truc. Tu vois, je veux dire, pour moi, c'est quasiment enfin, je comprends pas. Ça va rassurer les trois pauvres acheteurs qui se disent, ah bah ouais, mais si j'ai 1000 bornes à faire, je m'arrête pas. Bon, déjà, tout le monde s'arrête quand on a 1000 bornes à faire. Hein. Donc, moi, je trouve ça inutile. Mais bon. Mais peut-être qu'ils vont en vendre, hein. J'en doute un peu, mais pourquoi peut-être pas. Peut-être 2-3, ouais. Alors, avant de donner la parole à Andy, on en a un qu'on n'a pas cité d'électrique à prolongateur d'autonomie et qui trouve un certain charme à mes yeux parce que c'est un véhicule étrange. C'est le Mazda MX-30, donc, qui a été lancé en 100% électrique, 2020, 2021, quelque chose comme ça? Un truc comme ça. Pas été un gros succès. Est-ce que ça vient de sa toute petite batterie qui lui donnait 200 km WLTP pour un SUV de 4,50 m? Peut-être. Mais là, Mazda donc a sorti une version électrique à prolongateur d'autonomie, donc avec une batterie un peu plus petite, un moteur thermique en plus qui est un générateur, mais c'est un moteur rotatif. Le retour du rotatif chez Mazda, bon, il y en a certains qui l'espéraient dans un coupé sportif. Là, ça devient un prolongateur d'autonomie. Moi, j'aime bien l'idée. Et surtout que ça me rappelle une histoire. Attention, Papy Pierre, ça se lance dans une anecdote. J'ai déjà essayé moi-même une voiture électrique avec un prolongateur d'autonomie rotatif. Est-ce que vous savez de quelle marque? Non. Non, vous ne savez pas. Eh ben, si? Non. Skoda. Non. Oh, Nico, je pensais que tu aurais trouvé. C'est Audi. C'était un concept Audi A1 e-tron, mais je vous parle de ça il y a 10 ans, exact. Entre 10 et 15 ans, qui avait sorti une A. Alors, c'est un concept, hein, ils l'ont jamais commercialisé. Et une petite électrique avec un prolongateur d'autonomie rotatif. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais suivi un atelier technique extrêmement intéressant et qui disait que en fait le moteur rotatif c'était, alors c'est une anecdote, hein, je m'éloigne un petit peu mais on fait ce qu'on veut, on est chez nous, le moteur rotatif c'est parfait pour ce genre de choses parce que ses défauts, alors les défauts d'un moteur rotatif c'est ça consomme beaucoup de l'essence et de l'huile, mais ça a comme avantage de avoir vraiment des vibrations au minimum de par sa conception. Et si ça fonctionne à des régimes fixes, comme c'est le cas quand c'est un générateur, parce que c'est pas lié à une sollicitation de l'accélérateur, et ben ça consomme très peu de l'essence et de l'huile. Donc, et en plus c'est silencieux. Donc c'était la solution visiblement parfaite. Alors ils ont dû après trouver des défauts vu qu'on l'a jamais vu arriver en production. Peut-être que Mazda derrière a récupéré quelques plans. Alors voilà, l'idée qu'un Mazda MX-30 avec en plus ses porte-avions antagonistes et ce petit moteur rotatif, le fait que ce genre de véhicule existe, quelque part me fait plaisir. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je vais l'acheter? Sûrement pas, mais ça me fait plaisir qu'il y ait ça dans l'univers de l'automobile. Andy. Et après, tu rejettes la Renault 5 Turbo 3E, toi. Mais un MX-30 rêve, c'est cool. Hein. Alors, juste, on est au-delà de la perversion depuis longtemps. On a dépassé ce stade. Pour terminer sur le Mazda MX-30, j'ai regardé dernièrement le prix en occasion. Eh ben, on passe sous la barre des 12 000 euros. Non, mais qui veut ça? Il manquerait plus que ça coûte cher en plus. Non, mais ça commence à avoir un prix d'achat qui est en rapport avec on va dire le peu de polyvalence que ça peut avoir. Ça reste, si ça passe sous la barre des 10 000 euros, ça peut devenir vraiment un achat pour une voiture, pour emmener les enfants à l'école, aller faire les courses. Voilà, bon, 35 000, c'était beaucoup trop, mais si ça passe sur la base des 10 000, je trouve que
Ça peut être intéressant. Bref, c'est peut-être moi. Andy? Bah non, c'est pas toi, parce que moi aussi, passion rotatif, hein, je mets des chaussettes couleur orange et vert parce que j'aime la Mazda 787B qui a gagné le Mans 91. Mais après, n'ayant pas encore conduit de voiture, contrairement à toi, à prolongateur d'autonomie, je suis allé voir ce que disaient les confrères. Alors, Nicolas Valleano, de l'Argus, titre à propos du MX-30 Rêve, fausse bonne idée. Notamment parce qu'il dit 11 litres au 100 sur autoroute à batterie vide, c'est quand même un petit peu problématique. Cédric Pinatel, et là on va mettre un bip d'un site qui s'appelle Caradisiac, il écrit Leapmotor C10 avec le Range Extender, fausse bonne idée. Donc parce qu'il s'est retrouvé à la fin à batterie vide avec 67 chevaux sur autoroute en montée, ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Sachant que le bahut fait 1,9 tonne de mémoire. Ouais, donc, ça doit être magnifique comme expérience. Voilà. Ce qui nous ramène à Leapmotor et bon, je serais sans doute peut-être un petit peu moins direct que toi, mon cher Nicolas, mais je dirais que Leapmotor. M'en fous, je suis déjà fâché avec tous ces gens-là. Donc, non, mais Leapmotor est un projet intéressant, mais c'était un projet Tavares ou une idée Tavares et étant donné que Tavares est plus là, je ne suis pas trop sûr de ce que ça va devenir. Voilà, fin de la parenthèse Leapmotor. Alors on nous dit que j'ai eu des interlocuteurs chinois qui m'ont expliqué que c'était populaire en Chine pour une raison principale, c'est qu'en gros il y a des véhicules, il y a des entrées de ville où on te demande d'être en zéro émission et du coup un PHEV comme le moteur redémarre, ça pose un problème, et que par contre tu vas avoir les 1000 bornes pour aller le week-end à la campagne, souvent même en Chine, voilà, sociologiquement les gens ils viennent de la campagne et ils se sont installés il y a 20 ou 30 ou 40 ans en ville, et du coup ils veulent retourner dans le village une fois par an pour saluer la famille, etc. Et c'est normal. Du coup le véhicule peut remplir ce besoin tout en facilitant les choses en ville. J'ai l'impression que nous on n'est pas trop sur cette voie fiscale entre guillemets ou cette voie réglementaire là tout de suite. Donc cet équivalent, en général les véhicules qui naissent d'une fiscalité, et ça naît ou en tout cas de règles comme ça a l'air d'être le cas en Chine, ils finissent mal. On s'est reparlé tout à l'heure des règles, etc., du diesel, etc. Il y avait une époque où, par exemple en Italie, c'était taxer les véhicules au-dessus de 2 litres. Et du coup, Ferrari faisait des moteurs 2 litres, etc. Ouais, et c'est pas les plus recherchés aujourd'hui. Ouais, voilà. Et c'est pas les trucs les plus recherchés, en fait. Donc, cette techno, elle existe parce que il y a un besoin ponctuel en Chine. J'ai regardé les stats, c'était 1 300 000 voitures, l'année dernière. Donc, ça fait à peu près 5% du marché, hein. C'est 23 millions de voitures, la Chine. Donc, j'ai quand même du mal à croire que cette chose va arriver massivement chez nous. Je pense que ça répond à un besoin qui n'est pas le nôtre, en fait. Et en plus, il y a des technologies PHEV qui sont à peu près au point et qui sortent des chiffres de conso à peu près corrects de nos jours. Donc, je suis assez peu convaincu, même si, alors je suis allé voir, il y a McKinsey qui nous a sorti une étude où ils ont interrogé des conducteurs allemands, est-ce qu'ils seraient intéressés par le Range Extender, etc. Alors 15% des conducteurs sondés allemands se déclareraient potentiellement intéressés, etc. Mais c'est le vortex du sondage, hein. Pour connaître un petit peu le domaine par des copains. On a demandé aux gens, qu'est-ce que vous pensez d'un Range Extender? Après leur avoir demandé sur une note de 1 à 10, quelle note metteriez-vous au shampoing Elsef, quoi. Enfin, ça veut pas dire grand chose, ces sondages, à part justifier l'existence d'un marché, quoi. Ça dépend comment tu poses la question aussi. Si tu leur dis, est-ce que ça vous intéresse une électrique qui fait 1000 km? Ils vont te dire, c'est oui. cool, ça. Et d'ailleurs, je salue les amis. Alors, je sais pas exactement, parce que bon, comme j'habite à l'étranger, je vois les choses un petit peu plus loin, mais j'entends beaucoup d'argumentaires, notamment autour du BYD Silvio DMI dans les publicités ici en Italie, qui nous dit qu'il a 1100 km d'autonomie. Bah oui, c'est un véhicule hybride, donc on peut mettre un gros réservoir dessus et faire 1100 km en cumulant une batterie. Mais je trouve la formulation gênante. Je dirais ça comme ça. Et c'est comme à un moment Toyota nous parlait d'électrique auto-rechargeable. Je trouvais ça un peu embêtant. Faut faire attention. C'est des hybrides auto-rechargeables, il me semble.
on s'est parlé tout à l'heure de la confusion et des machins. En fait, oui, tout ça est très complexe. Il y a plein de systèmes différents. Tu l'as dit, Victor. Honda, c'est pas tout à fait pareil que BYD, qui est pas tout à fait pareil que Toyota, etc. C'est même très différent. Les transmissions, etc. Il y a plein de choses. C'est super intéressant si on est un peu geekos dans mon genre. Pour le consommateur, faut juste pas raconter des trucs qui sont vérité avec des grosses guillemets. J'y sais, j'ai peur de te demander ton avis parce que la chaîne. Mais tu vas être surpris. T'es pas la chaîne PHEV. Ah, je vais être surpris. Non, mais je pense que tu vas être surpris. Ouais, ah ouais. Parce que moi, quand je fais des vidéos YouTube dans les commentaires, si la vidéo est poussée par YouTube chez les thermistes, la première problématique, c'est la peur des longues distances et l'angoisse de la recharge et de la borne et du coup entre eux, alors moi je pense que un PHEV et un RF c'est exactement le même concept pour la personne qui l'utilise en gros. Et donc la seule différence c'est que il y a un truc qui est cool avec les RF, c'est que tu fais sauter boîte de vitesse, embrayage, etc. Tu simplifies quand même vachement la voiture et tu roules toujours en électrique. Si t'as plus de boîte de vitesse, t'as plus cette sensation-là. Et ça peut être un premier pas. Enfin voilà, il y a des gens qui sont flippés. Faut penser à eux. Hein, franchement, la voiture hybride en France. Honnêtement, j'y sais. Excuse-moi, effectivement, je suis très surpris de cette réponse. Est-ce qu'on en est là encore ? Est-ce qu'on a besoin de rassurer les gens ? Est-ce que avec les voitures électriques qu'on a aujourd'hui, avec les fiches techniques qu'elles ont, plus en France particulièrement, un réseau de recharge qui est à la fois dense et fiable, est-ce qu'on est encore au moment où on doit rassurer de façon artificielle les gens ? Parce que s'ils sautaient le pas, ils verraient que ça se fait. Si les gens ils nous écoutaient, ils rouleraient en électrique, mais ils nous écoutent pas, ils écoutent les journaux télévisés qui leur répètent que ça manque de bornes et qu'elles sont en panne et que c'est le bordel. Donc à partir de là, moi ça peut être un premier pas et je trouve que finalement c'est plus une voiture électrique que le PHEV peut l'être. Donc évidemment, moi j'ai envie de dire à tout le monde roule en électrique, quoique parfois quand même c'est quand même un petit peu plus compliqué que la voiture thermique, faut pas se voiler la face. Ça demande une certaine préparation, un certain apprentissage. Il a changé. Mais non, mais c'est vrai. Et sincèrement, est-ce que tous vos trajets en électrique ont toujours été parfaits ? Ça demande un apprentissage. Et une fois que tu sais, plus du tout le même. Déjà, il s'est pas trop soucié du prix au niveau du CO2 du voyage en Chine. J'ai envie de te dire, ça, on parle pas de ça. De lancer une rubrique V8 sur la chaîne. Mais c'est incroyable comment, voilà, c'est incroyable comment on est mal reçu. Quand on n'est pas automobile propre, ça y est, quoi. On se fait défoncer la gueule. Non, mais bien sûr, faut rouler. La voiture électrique peut faire des longs trajets, c'est cool. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui ont peur et t'arriveras pas, toi, en allant les voir et t'arriveras pas à les convaincre. Ils vont essayer, ils vont passer à les rêves, ils seront contents et puis ils vont se rendre compte que ça marche et puis voilà. Et après, au niveau bilan carbone, les rêves, ça a peut-être une plus petite batterie. Je sais pas, ça se trouve, si tu utilises jamais ton réservoir, c'est pas plus mal. Tu roules avec une voiture petite batterie. Je sais pas. Non, franchement, rouler en VE, c'est 100 fois mieux, mais si vous êtes coincé, vaut mieux rouler en RF qu'en hybride, parce que l'hybride ne sert absolument à rien. Au moins, les REV, il y a de l'électrique, et vous pouvez le recharger, et c'est cool. Je pense que la chaîne EV, elle va perdre 20 000 abonnés, là. On retrouve JC quand même vers la fin, là. Je suis content. On est complètement perdu. Vous aviez peur ou quoi, là? Je sais pas, moi je suis surpris, je suis un peu déçu, je te le cache pas. Mais moi j'en reçois des centaines je reçois des dizaines de commentaires de gens qui me disent c'est nul, les bornes, les commentaires. Si tu te bases sur les commentaires. Parce que il y en a qui sont bien. Se tape 1000 bornes d'affilée sans s'arrêter et tous les jours. On est d'accord? Il y a des gens pour qui c'est très très important, voilà. Oui, ok. Bon. S'arrêter tous les 300 km, c'est une infamie totale. Ça me laisse des doutes sur ma propre vessie, personnellement, mais je... Ah bah. À toi, Andy, parle-nous de ta vessie un petit peu. Ouais, parle-nous de ta vessie. Tu n'es pas une lanterne, d'ailleurs. Non, il y a quand même, alors, cette histoire de rassurer les gens, Pierre, je t'entends, ourdir, que c'est pas bien, etc. Il y a quand même un truc là qui est en train de se passer. C'est quelqu'un du marketing de chez Kia qui me l'a dit il y a pas très longtemps. Enfin, le directeur marketing Europe, donc un monsieur important. Il m'a dit, on a un problème là, c'est qu'on passe en gros, tous les gens qui étaient convaincus par l'électrique, par idéologie, entre guillemets, là, c'est bon, ils l'ont acheté leur voiture. Ils ont acheté. Ceux qui pouvaient, quoi. Là, il faut qu'on convainque le mec qui rentre dans un
garage, dans un concessionnaire, je sais pas, alors là c'était le cas, mais par exemple, je sais pas, chez Renault, il faut qu'on convainque le mec qui veut acheter une Clio de repartir avec une R5, quoi. Et ça, c'est tout de suite un pas. Alors on a tranché la question, par exemple, sur le design. Maintenant, on veut des voitures qui ressemblent à peu près à ce qu'il y avait avant. Je pense que effectivement, sur l'utilisation, il y a encore beaucoup de gens qui veulent être rassurés. Et peut-être que cette technologie, c'est peut-être pas la bonne, ou peut-être les constructeurs chinois poussent là-dessus parce que ça correspond à ce qu'ils produisent, et qu'ils aimeraient bien nous l'envoyer aussi en Europe. J'y crois pas trop, on l'a dit. Mais le fait que tout le monde soit totalement rassuré sur une bascule électrique là aujourd'hui, même si factuellement c'est vrai, parce que à peu près partout où on va maintenant il y a des bornes, il y a encore des gens qui sont pas sûrs de ça. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Je dis pas qu'il n'y a pas besoin de véhicules étapes, on va dire, entre le pur thermique et le pur électrique. Je dis qu'on n'a pas besoin d'une catégorie supplémentaire qui est l'électrique à prolongation d'autonomie. On avait déjà l'hybride. Déjà, j'avais des doutes sur l'utilité d'un hybride rechargeable, mais on a déjà l'étape entre deux, c'est l'hybride. L'apprentissage du branchement, ça peut passer après. Mais pour moi, on a l'impression que ça va être thermique. Après, on passe au full hybride. Après, on passe à l'hybride rechargeable. Après, on passe à l'électrique à prolongation d'autonomie. Et enfin, on arrive à l'électrique. Il me semble qu'il y a trop d'étapes et que c'est pas nécessaire. Excusez-moi de le dire. Non. T'as vu? Je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut virer le PHEV et virer l'hybride. Et les rêves, c'est peut-être le meilleur moyen de faire le pas. Ouais, oui, mais le PHEV, on arrête, ça ne sert à rien. Claqué au sol, comme disent les gens. Hybride, claqué au sol. Et hybride, c'est du thermique, ça ne sert à rien. Non. Arrêtons ça. Mais le rêve, c'est du thermique également. Et quand tu prends les consommations, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est la consommation d'une voiture thermique. Non, mais si. Est-ce que le rêve est un cauchemar, c'est ça que t'es en train de dire? Vas-y. Si tu dépasses... Viens, Olivier. Non, mais ça, c'est si tu dépasses ta batterie. Mais bon, ouais, voilà. Ouais, mais alors attends. Non, mais les chiffres officiels... En fait, c'est un genre d'hybride. C'est tout, c'est un genre... Mais non, mais il y a des gens... Il y a des gens, ils ont pas besoin, mais si c'est là, ils seront contents. Ça sera le point rassurant. Ils pourront se barrer, ils seront contents. Mais peut-être, voilà, je sais pas. Après, il y a plein de trucs sur notre bagnole dont on n'a pas besoin d'un écran de 19 pouces et on nous l'a quand même poussé. Moi, je connais des célibataires qui roulent dans une voiture 7 places tous les jours, quoi. Et les gars, ils sont contents de t'expliquer. Non, mais les gars, ils sont contents de t'expliquer. Ils disent, ouais, mais au cas où, toi, tu peux emmener du monde. Ah ouais, mais non. Alors là, c'est la façon de penser. Alors, excuse-moi, mais ça m'énerve. Pourquoi? Parce que si on garde cet état d'esprit, on déménage tous les 10 ans pour être prêt. On roule tous les jours avec un van. Exactement. Alors, il va être vide pendant 9 ans et 11 mois, mais le mois où on va déménager, t'as pas besoin d'aller en louer un chez Super U. Ouais. Non, voilà. c'est ça. Mais je trouve ça, il y a un moment, peut-être que c'est ça aussi la fin, c'est l'état d'esprit d'arriver à... On n'achète plus aujourd'hui un véhicule. C'est la fin du véhicule polyvalent à 100%. On achète un véhicule qui correspond à 95% de ses besoins. Et pour les 5%, soit on en chie et on accepte d'en chier, soit on trouve une solution alternative où on loue quelque chose ou tout ça. Enfin bon, là, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais vous m'énervez. Mais là, c'est dans un monde parfait, un monde où les gens sont flexibles, etc. Et voilà. Moi, je le sais. Ça, c'est le discours grosse batterie, petite batterie. Et moi, je dis toujours, la petite batterie, c'est mieux. C'est plus léger, ça consomme moins, c'est moins crade à fabriquer, tout va bien. Moi, je roule en petite batterie, je fais des longs trajets, tout baigne. Mais on sait très bien que nous ne sommes pas tous pareils et que forcément t'as des gens qui vont vouloir des électriques à grosse batterie, t'as des gens qui vont vouloir un petit moteur thermique parce que ça les rassure, il y a des gens qui veulent du diesel parce que merde. Voilà. Et nous on est là pour informer et convaincre, mais en attendant, pourquoi pas cette solution? Je pense que c'est la moins pire en fait. Me voilà le plus extrémiste du groupe, visiblement.
Mais c'est le gouvernement chinois, là. Il m'envoie un petit chèque après parce que je mets ça en avant, vous comprenez pas. Ah bah oui, Leapmotor. Je repars pas si je dis pas ça, donc voilà. S'il vous plaît. Merci messieurs pour ce débat riche. On va terminer comme d'habitude par un petit tour de tous les participants pour connaître votre actualité. Ce que vous faites demain, ce que vous ferez après-demain. Et on commence par Nicolas qui a l'air un petit peu pressé. Ah, c'est parce qu'il faut que je rende l'endroit où je suis. Écoute, l'actualité, je suis toujours sur mon bouquin, là, dont je vous avais parlé la dernière fois. Ça avance. Ça ne recule pas. Actualité, non, sinon je vais reprendre des essais un peu en... Si, là, je suis en train d'essayer donc le Maxus Iteron. C'est marrant, c'est rigolo. J'ai fait le VinFast VF6 la semaine dernière. Donc, je suis dans les trucs un peu bizarres. C'est mon actualité. Et tu vas faire pour Automobile Propre un essai différent d'une certaine Bentley hybride rechargeable. Exactement. Parce que même les riches ont droit d'avoir un hybride rechargeable. Toi. Ils ont droit de se sentir écolo dans leur petit cœur. Dans leur voiture à 400 000 balles. Exactement. Chacun doit mettre la pierre à l'édifice. Andy. Alors moi je suis alors je vous ai parlé de Denza sur Automobile Propre, j'ai même roulé dans la voiture. C'est pas triste, on va dire ça comme ça. Il y a des choses intéressantes à raconter autour de cette marque et de cette technologie, ça va être que tu vas raconter sur Automobile Propre. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment? Je vais bientôt prendre la Renault 4 avec mon ami Victor Diakov. Pour le premier essai de la voiture, nous serons ensemble dans la même voiture, a priori. Enfin, j'espère. Dispositif particulier pour voiture particulière. Voilà. Et du coup, forcément, c'est une voiture importante pour notre cher marché français. Donc, on sera ravis. Et évidemment, on attend de voir les aspects pratiques par rapport à la Renault 5. Par ailleurs, moi, je suis un petit peu dans une période de sport mécanique. Puisque j'ai une bosse sur le championnat du monde d'endurance, donc j'étais à Imola il y a pas longtemps, là, je vais à Spa, je vais au Mans, etc. Ça c'est un peu des choses à côté. Il y a des sujets hybridation d'ailleurs, dont on peut se parler, et puis là je vais pour une autre publication, je vais chez Volkswagen pour visiter la soufflerie à Wolfsburg. Ça m'intéresse beaucoup à titre personnel, en plus que pour partager auprès des lecteurs. Parfait. Florent, à part les vacances, qu'est-ce qu'il y a d'imminent de ton côté? J'ai l'impression de finir chaque podcast en disant je pars en vacances. Là. C'est vrai. J'avais beaucoup de jours à poser. Ça revient souvent. Entre deux périodes de vacances, le suivi de l'actu qui, chaque jour réserve son lot de surprises. Mais ça va pas mal être animé sur AP ces derniers jours et les prochains, parce qu'on vient de publier, par exemple, la présentation du C5 Aircross qui est décliné en 100% électrique. Il y a mon chat qui vient dire bonjour. Il est magnifique. Ça devient long. Comment il s'appelle? Bonjour. Comment s'appelle-t-il? Ça devient trop long, là. C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Il s'appelle Carbone. Bonjour Carbone. Il s'appelle Carbone. Non, mais je rêve. Merci, Florent. J'y sais donc là, à court terme, la Chine. Là, ouais, demain, deuxième jour au salon, c'est vraiment un truc gigantesque où c'est vraiment c'est très très grand. Donc vraiment beaucoup de choses à voir et vraiment le tournis, beaucoup de voitures, des marques que tu connais même pas, qui sont même pas traduites. Des fois, t'as juste un panneau en chinois, c'est même pas la meuf. Enfin, c'est dingue. Sinon, court terme, demain ou après-demain. Conduite d'une Xpeng P7 Plus en conduite autonome en Chine. Ça, je suis chaud bouillant. Ouais, vraiment, là, je suis chaud. Ça, c'est génial. Et donc, on va diffuser une vidéo sur la chaîne EV. Ouais, il y aura une vidéo sur la chaîne EV, évidemment. J'ai quand même été passer le permis en Chine. C'était une grande histoire. C'est génial. Et on va diffuser une vidéo sur l'I17 Tourer. J'ai fait le long trajet, le Arcachon-Paris, le plus rapide de ma vie en VE avec cette voiture. C'est une voiture qui est incroyablement sous-cotée. Pour moi, c'est une vraie dinguerie. Et je suis vraiment pressé de montrer ce truc parce que un mec, justement, un thermiste, je lui fais faire ce trajet-là, il me dit, mais ok, il n'y a plus aucun problème avec la voiture électrique parce que
Ça consomme rien, c'est une autonomie de malade, ça charge à balle et c'est pas du 800 volts, c'est du 400 volts. La vieille techno fonctionne très très bien. Je suis pressé de montrer cette vidéo. Écoute, parfait. Voilà, et puis, pour sur AP, on a fait un petit interview des deux compères de la chaîne EV, JC et Alexandre, et qu'on devrait diffuser dans les jours qui viennent sous format de podcast, vidéo et audio. Et je voudrais dire qu'il a essayé de nous... T'as essayé de nous faire dire du mal des gens, et ça, c'est vraiment mal. Et j'y suis Vous écouterez ça. Ouais. Mais en off. Les gens qui détestent dans le game, ils croient que c'était pas enregistré, mais ça, il va s'y retrouver. C'est bien, ça met un peu de piment. Ça met un peu de piment, c'est ça qu'on veut. Bah, ils détestent surtout Nicolas Laperruque, je pense. Ouais, alors en général, c'est ça. On arrive toujours à la même conclusion, toi. Tout le monde déteste Nicolas Laperruque. Il y a un faisceau autour de toi, mec. Ah, il y a un truc, il se passe un truc. Et on termine par l'ami Victor. Eh ben oui, cette fois-ci, je suis venu à Strasbourg avec une voiture chinoise, une voiture qui est bien, avec toutes les qualités et les défauts qu'elle peut avoir. Donc c'est un cabriolet, le premier roadster, on va dire, électrique sur le marché, donc le MG Cyberster. Donc après la Tesla Roadster. Oui, après la Tesla, mais je veux dire ou la mini cabriolet. Oui, voilà, un premier vrai roadster, hein, pas une Lotus rebadgée. Et c'est bien, c'est vachement bien. L'essai sera retrouvé donc sur la chaîne AP, sur la chaîne YouTube AP. On tourne demain. Et allez voir aussi la vidéo de JC sur la chaîne EV. On apprend plein de choses sur la voiture. Bah si, moi j'ai kiffé, hein, franchement. Ouais, vous êtes drôle en fait. Hein. Vous avez pas l'air, mais tu l'aimes. Un petit teaser, tu l'aimes cette voiture ou? Alors franchement, cette voiture, si tu lui enlèves les portes papillons, bah non, j'achète pas. Mais ouais, c'est ça. Hein. Mais les portes papillons te font oublier tous ses défauts. Elle en a plein. L'ergonomie des écrans, les sièges pas confortables. Elle est vraiment assemblée. À la vague comme je te pousse, comme on dit. On dit ça. Mais par contre, elle a un charme de fou. Tout le monde, j'ai jamais eu autant de pouces levés pour une bagnole. Les gens viennent te voir. Tu peux pas t'arrêter chargé sans que les gens viennent te voir. C'est incroyable. Elle a un capital sympathie de fou. Et quand même, 510 chevaux et 0 à 100 en 3 secondes 2, c'est cool. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien, mais avec les portes papillons. Là, le coupé qu'ils ont présenté, je suis pas certain. Très bien. Donc, à découvrir très bientôt sur Automobile Propre. Exactement. Et ensuite, comme Andy l'a dit, on va découvrir la Renault 4 e-Tech ensemble. Puis d'autres prêts calés d'ici fin mai. On aura l'occasion d'en reparler. Vous découvrirez aussi sur la chaîne YouTube AP. Parfait. Eh bien, je vous remercie tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, hein, c'est comme ça qu'on dit, vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez ou vous nous écoutez. Et puis, écoutez, le Electrochoc, c'est tous les mois pour l'épisode complet, toutes les semaines pour chaque sujet. Donc, on se retrouve dans un mois. À très bientôt, merci. Salut tout le monde.